Bonsoir mesdames et messieurs, vous regardez l'International sur For You Media Africa, votre média panafricain. On rappelle, chers téléspectateurs, vous pouvez nous suivre en direct sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, WhatsApp, 24/24, sans oublier notre application For You Media Africa. C'est toujours une coprésentation avec vous, Nguéné. Bonsoir. Bonsoir à vous, Siké Doubé. Bonsoir à tous ceux, bien sûr, qui nous rejoignent à l'instant sur les antennes de For You Media Africa. Vous êtes au bon endroit et c'est votre programme, l'International, qui démarre à l'instant avec, bien sûr, en une ce soir. La situation dans le G5 Sahel. Après le Mali, Siké, cette fois, c'est le Burkina et le Niger qui jettent l'éponge. Effectivement, on ne s'est pas arrêté avec le Mali. On se souvient encore, il y a quelques mois, le Mali a décidé de quitter le G5 Sahel. Le Burkina et le Niger ont décidé de suivre ce pas. Les deux pays ont annoncé samedi quitter cette force, comme on l'appelle, multidimensionnelle, le G5 Sahel, suivant bien sûr l'exemple de leurs voisins, le Mali. On rappelle déjà que ces trois États d'ailleurs sont rassemblés autour d'une autre organisation. Effectivement, lorsque ils ont signé cette collaboration, cette entente, en parlant de l'Ipacto Gourmand, on se souvient, cette charte, beaucoup annonçaient déjà la chute du G5 Sahel. Eh bien, avec le retrait du Burkina Faso et du Niger, en plus, on se rappelle du Mali. Qu'en sera-t-il donc aujourd'hui du G5 Sahel? Est-ce que cette organisation va survivre? Qu'en sera-t-il de la lutte contre le terrorisme justement dans cette zone africaine? On en parlera en première partie de cette émission. Et puis en deuxième partie, nous irons du côté de la Guinée-Bissau où l'armée, bien sûr, dit contrôler désormais la situation dans la capitale après avoir pris le dessus au prix d'une nuit de combat sur des éléments des forces de sécurité, auteur notamment d'une opération symbole de fracture. Clairement aujourd'hui, nous revenons sur ces tirs nourris par intermittence qui ont retenti une partie de la nuit et de vendredi à samedi du côté de Bissau, entre bien sûr les éléments de la garde nationale d'une part, retranchés dans une caserne du sud de la ville, et des forces spéciales de la garde présidentielle de l'autre. Au moment où bien sûr le parti au pouvoir condamne clairement ce qu'il a qualifié de tentative de déstabilisation et a accusé au passage le gouvernement et le coordinateur de Païtera Ranka d'être bien sûr à l'origine de cette tentative de déstabilisation. Nous en parlerons également ce soir dans le cadre de cette émission de l'International. Bienvenue à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le cadre de votre programme. Et bien, l'International qui s'ouvre donc. On va rapidement, certainement présenter le panel de ce soir, Nguéné. Oui, bien sûr. Siké Doubé, ils sont tous en multiplex ce soir. Nous démarrons par vous. Président Matomba, vous êtes avec nous ce soir. On rappelle que vous êtes homme politique. Vous êtes le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale. Bonsoir à vous, Président Matomba, et bienvenue. Bonsoir à M. Nguéné, bonsoir à Mme Siké, bonsoir à mes co-panélistes que vous aurez certainement l'amitié de présenter tout à l'heure, et bonsoir aux millions de téléspectateurs et même d'auditeurs de For You Media. Voilà, merci à vous. À vos côtés ce soir, Président Matomba, nous retrouvons du côté du Niger, M. Moussa Moudi, également homme politique. Bonsoir à vous, M. Moussa, et bienvenue. Bonsoir, merci. Effectivement, Moussa Moudi, président du parti Convergence nationale pour l'éveil patriotique du lac. Merci de nous donner cette opportunité de partager nos avis par rapport au thème que vous venez de citer. Bonsoir à tous, merci. Pour votre baptême de feu sur les antennes de For You Media Africa, M. Moussa Moudi, merci pour bien sûr cette invitation honorée ce soir. Le panel il est complété par M. Che Elou Lawson. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du mouvement pour un Togo nouveau, président entre autres également de la dite plateforme, le leader du projet panafricaniste Pyramide. Bonsoir à vous, M. Che Elou Lawson, et bienvenue. Bonsoir mon cher Nguéné, je salue la royale Siké Doubé. Vous illuminez toujours le plateau de votre
lumière qui elle nous aide au niveau panafricain à porter le flambeau de la panafricanité. Merci pour cette invitation à partager le plateau avec le président Matumba et aussi M. Moussa Modi. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir cette opportunité d'échanger avec ces personnalités de haut calibre. Monsieur Moussa Modi, deux requêtes introduites par les avocats du président déchu, Mohamed Bazoum. Premièrement, ces derniers demandent sa libération. Et la deuxième requête demande entre autres, ou du moins exige son rétablissement dans ses fonctions de président de la République du Niger. La décision de la Cour de justice de la CEDEAO était attendue pour ce 30 novembre. Là, elle est reportée pour le 14 décembre prochain. Est-ce que fondamentalement, il faudrait s'attendre à ce que cette décision-là change quelque chose dans ce mouvement de révolution déclenché depuis le 26 juillet dernier dans votre pays, le Niger? Écoutez, M. Nguéné, c'était prévisible. Hein? On savait bel et bien que le 30 novembre, ils n'allaient pas délibérer, qu'ils allaient repousser, bien qu'ils avaient dit qu'ils allaient prendre la procédure accélérée au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais c'était prévisible, tout simplement parce que les deux requêtes qui ont été introduites sont en corrélation avec ce que veut vraiment le président Bazoum. D'abord, le libérer et le rétablir. Et aujourd'hui, même les juristes, quelque part, ils ne savent pas comment interpréter cela. Où est-ce qu'on a une fois vu dans le monde où on a fait un coup d'État et ramené le président au pouvoir? Il y a un problème, ça ne marchera pas, on le sait déjà, ça, tout le monde savait que c'est juste pour distraire les gens, tout ça. Aujourd'hui, le camp du président déchu, il cherche une légitimité à l'international. Mais cette affaire n'a rien à voir avec l'international, c'est une affaire nigérienne qui doit être réglée entre les Nigériens. Et c'est cela, la souveraineté également. Malheureusement, aujourd'hui, on veut nous faire croire que la CEDEAO a le pouvoir d'imposer au Niger ses décisions. Et les chefs d'État, d'ailleurs, on peut constater qu'ils ont changé de langage, ils sont devenus plus réalistes, plus pragmatiques. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est tout simplement le retour à l'ordre constitutionnel. Mais ils ne ramènent plus, ils ne conditionnent plus la levée des sanctions par le retour du président Bazoum au pouvoir. Mais c'est vrai, ils demandent sa libération. Mais pour libérer un président qui a été déposé par un coup d'État, il va falloir qu'il signe d'abord sa démission. C'est simple et c'est clair. Je suis persuadé que s'il signe sa démission aujourd'hui, il sera libéré. Mais tant qu'il ne signe pas sa démission, ça veut dire qu'il sera un président en exil. Oui, parce que dès qu'il sera libéré, il va quitter le pays. Et il a vu qu'il n'a pas signé sa démission, il sera un président en exil. Et le pouvoir actuel ne peut pas se le permettre. Ils ne peuvent pas prendre ce risque. Donc, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, déjà, c'est prévisible. On sait qu'elle va donner une décision en faveur du président. Bazoum, et également tout simplement parce que les présidents qui constituent la CEDEAO ont dit qu'il faut qu'on libère le président, c'est tout. Et donc on s'est dit tout simplement que, et on se pose derrière la question, est-ce que cette cour elle est vraiment libre de ses décisions, vu que tout ce qu'elle va prendre comme décision va impacter également ce que les présidents de la CEDEAO diront. Mais justement, à quoi doit-on s'attendre concrètement, M. Moussa Modi, quand nous savons par exemple que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas imposables, ne sont pas contraignantes aujourd'hui? Si elles venaient, imaginons-nous cela, au soir du 14 décembre prochain, à rendre une décision favorable au président déchu Mohamed Bazoum, qu'est-ce que cela changerait? Ça ne sera pas une surprise de toute façon. Même si cette décision elle est favorable au président Bazoum. Du moment où les présidents les chefs d'État de la CEDEAO ont déjà donné le ton, on connaît déjà leur boussole, on connaît déjà leur agenda. Donc ça ne sera pas une surprise et pour moi ça ne changera rien à la situation actuelle du président Bazoum. Ça serait peut-être une victoire pour le camp du président déchu, mais une victoire qui n'aura pas un impact tel sur le déroulement des événements.
Président Moussa Moudi, on vous retrouve toujours en ce qui concerne cette question. On a lu le communiqué, les raisons sont claires, quelques-unes. Alors après près de 9 ans, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. On les connaît, les objectifs en tout cas officiels, voilà, qui ont été présentés de manière officielle. Et puis le G5, cette autre raison, le G5 ne saurait servir les intérêts étrangers ou encore accepter le dictat ou l'infantilisation d'une quelconque puissance. Est-ce que ces raisons aujourd'hui sont assez, en tout cas pour certains, ce sont des raisons assez légitimes et qui défendent la souveraineté de ces États? Vous savez, Sigue, comme vous l'avez si bien rappelé, l'organisation G5 a été créée en 2014 pour sécuriser, on connaît les objectifs. Oui, à l'époque, ça suscitait beaucoup d'espoir. Oui. Mais pour moi, je dirais que c'était déjà un nez mort. Un nez mort parce que tout simplement, le mécanisme du financement de cette institution n'était pas maîtrisé. Oui. Et on a souvenance que lorsque la guerre de l'Ukraine avait démarré, certains acteurs du G5 Sahel se sont ameutés contre la communauté internationale en disant mais on ne comprend pas. Nous, ça fait des années qu'on vous martèle, qu'on vous demande des fonds pour pouvoir combattre les terroristes. Vous avez refusé de nous mettre à disposition ces fonds-là, mais quand il s'agit de l'Ukraine, vous avez déversé des milliards sans réfléchir automatiquement. Donc, du coup, pour moi, c'était déjà une organisation qui était morte avant même qu'elle soit née. Parce qu'en amont, on n'avait pas pensé comment on va financer, ou bien nos États n'ont pas pris conscience qu'il fallait qu'ils créent les conditions et les mécanismes de s'autofinancer sans compter sur les autres pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. 9 ans, vous l'avez dit. 9 ans après sa création, l'insécurité ne fait que s'accentuer. Oui. Et il faut se poser les bonnes questions. Il faut tout simplement, on ne parle plus de djihadisme. Ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des bandits, ce sont des voyous. Et cela se justifie par la pauvreté. Parce qu'il y a une corrélation claire qui est là entre l'insécurité et la pauvreté. Quelqu'un qui est là-bas dans sa petite case n'a pas de quoi manger, de quoi boire. Quelle que soit la personne qui viendra le démarcher pour lui dire je te donne de l'argent, je te donne à manger, à boire pour aller tuer tes frères ou aller attaquer, ils vont le faire. Donc le G5 Sahel, dès le départ, ils ont mal calculé, ou peut-être que ceux qui l'ont initié se sont laissés tromper par leurs partenaires, c'est aussi possible. Et surtout quand on sait que nos différents partenaires qui sont censés ou qui ont accompagné cette initiative-là ne se sont pas impliqués corps et âme pour pouvoir vraiment régler ce problème de terrorisme-là. Donc moi aujourd'hui d'ailleurs, je suis d'avis pour qu'on ne parle plus de terrorisme, on parle juste de des bandits, c'est des voyous, et ces voyous-là, on doit les traiter comme tels. Et la décision de quitter la G5 Sahel, une institution qui n'a jamais existé pour moi, comme je l'ai dit, oui. Elle ne peut qu'être salutaire. Ça veut dire que nos États se sont rendus compte de la réalité des choses et se sont réveillés enfin pour pouvoir prendre en main leur destinée et prendre en main la sécurité de leur pays respectifs et aussi de leur territoire. Parce qu'il faut le dire clairement. Depuis la création du G5 Sahel, quelle est la victoire que les G5 Sahel en tant que tel ont apporté? Il n'y en a pas, en 3 mois, je ne me souviens pas. Une victoire concrète. Est-ce que vous avez souvenance qu'on a dit qu'une fois l'armée du G5 Sahel a arrêté tel groupe de bandits ou de terroristes? Je ne pense pas. Alors, on se pose la question. Qu'est-ce qu'ils faisaient durant tout ce temps-là? Et je vous dis aujourd'hui, par exemple, avec le départ de Kionse, on nous montre maintenant les drones qui filment les terroristes, les bandits qui attaquent. C'est-à-dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la capacité de pister ces gens-là et de les détruire depuis des kilomètres dans le ciel. Et vous voulez me faire croire que nos partenaires de l'époque n'avaient pas ces moyens-là? Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et donc, les G5 Sahel, c'était des morts, ils n'existaient pas d'ailleurs, c'était juste une organisation pour distraire les gens et pour continuer tout simplement à créer le désordre au sein de la zone des 3 frontières que nous connaissons. Et c'est pourquoi
nous appelons aussi nos États de continuer dans ce sens-là et de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce mal qui ne fait que conduire nos États à l'agonie. Et le mal, on le connaît. On n'a pas besoin de faire tout un exposé là-dessus. Oui. Et quant aux deux pays qui restent, la Mauritanie et le Tchad, pour ce qui est de la Mauritanie, ils ont un territoire qui est bien sécurisé, il faut le dire. Ils n'ont pas, franchement, pas besoin du G5 Sahel, ils n'ont jamais eu besoin de ça. Ils n'ont pas d'attaque terroriste sur leur territoire en tant que tel. Donc, s'ils souhaitent continuer à rester dans le G2, parce que ce n'est plus du G5, alors ils peuvent continuer à le faire. Mais on espère tout simplement qu'ils vont rapidement aussi prendre conscience de la situation et pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette institution-là qui ne sert à rien. Et parallèlement, il faut le dire, il faut rapidement renforcer les armées de l'Alliance des États du Sahel pour pouvoir combattre efficacement le terrorisme. Aussi, il ne faut pas laisser la place à une autre institution qui ne sera pas à la hauteur. Merci à vous, M. Moussa Moudi, d'ailleurs, pour ce regard sur le sujet en question. Alors, chez ce retrait, président Moussa Moudi, le Burkina Faso et le Niger assurent maintenir leur dynamique de coopération, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel, pour faire de l'espace sahélien un espace de souveraineté assumé pour la reconquête des territoires et la restauration de la paix, de la sécurité, gage d'un développement partagé pour les peuples du Sahel. Retrait du Burkina, du Mali et du Niger du G5 Sahel. Président Moudi, cela doit être perçu comme aujourd'hui un facteur pour conforter encore un peu plus l'Alliance des États du Sahel? Je pense que vous avez votre réponse dans la question. Et tout à fait, cela montre un peu le dynamisme avec lequel nos différents États veulent avancer et vers quel objectif ils veulent converger. Pour revenir sur l'histoire, par exemple, lorsque l'armée française a été chassée du Mali, lorsqu'il devrait se replier sur le Niger, je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Le problème qui se pose, c'est que nous ne maîtrisons même pas le contenu des accords qu'il y a entre nos États et les Occidentaux. C'est ça le souci. Pour qu'ils viennent au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de présenter le test, l'accord au niveau de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, pour qu'ils puissent voter si oui ou non ils sont d'accord pour qu'une autre armée étrangère s'installe sur notre territoire, non, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Ils ont modifié leur déclaration de politique générale. Le Premier ministre est venu amender la déclaration de sa politique générale pour intégrer à l'intérieur, dans le volet sécurité, le fait que le contingent français va s'installer au Niger. Mais c'est du jamais vu. Comment est-ce qu'on peut, pour tromper les gens, on modifie juste la déclaration de la politique générale au lieu de montrer aux yeux de tout le monde qu'est-ce que contient exactement cet accord-là. Mais ça n'a pas été le cas. Cela veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a signé des accords dont on ne connaît même pas le contenu, dont les représentants du peuple n'ont même pas donné leur aval là-dessus. Ça, c'est très grave. Ça montre un peu la tricherie qui est en train d'être faite par rapport à ces questions-là. Mieux encore, le problème des 400 millions dont le G5 avait besoin pour fonctionner correctement, la signature a été refusée par l'ONU, tout simplement parce qu'ils avaient un autre agenda qu'aujourd'hui nous sommes en train de découvrir. Donc ce sont des faits. Nous ne sommes pas en train d'inventer les choses, non? Ou en train de rentrer dans la théorie du complot, de ceci, cela. Non, c'est des faits. On ne fait que dire des faits. Les faits sont clairs. Jusqu'à présent, la lutte contre ces bandits ou ces djihadistes, ou appelez-le comme vous voulez, ne marche pas, n'ont pas marché. Les partenaires que nous avions, en tout cas, ils ont montré leurs limites. Donc, il faut changer de stratégie. Il faut faire les choses autrement. Il faut avancer différemment. Et le fait que les membres de l'AES créent entre eux déjà une force conjointe et qui crée un mécanisme d'entraide de solidarité entre ces différents pays pour combattre ces bandits, parce que moi j'aime pas dire les djihadistes ou les terroristes, parce qu'ils ne sont pas des djihadistes, ce ne sont pas des terroristes. Parce que tout simplement, si c'est des djihadistes ou des terroristes,
quelle est leur revendication? Oui, parce que s'il y a un conflit, il y a une revendication. Quelle est cette revendication? Il n'y en a pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de contenu dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est juste un... Il n'y a rien. Du coup, nous le disons encore une fois de plus, les États du Sahel, notamment le Niger, le Burkina, le Mali, doivent continuer à converger ensemble, à aider leurs efforts, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et du moment où chacun a compris le jeu des uns et des autres, et par rapport à cela, on va prendre les décisions et les actions qui s'imposent pour que les choses puissent avancer correctement. Merci à vous, Président Moudi. Avant certainement de... Des thématiques mises sur la table ce soir dans le cadre de cette émission de l'International. Mais bien avant, nous revenons vers vous, Président Moussa Moudi. Au regard des faits, est-ce qu'on pourrait se dire aujourd'hui que la Guinée-Bissau, encore la Sierra Leone, constitue une nouvelle épine dans la chaussure de la CEDEAO? Autant du côté de la Guinée-Bissau, on se targue aujourd'hui d'avoir clairement établi les responsabilités et trouvé les auteurs de ce que le parti Madem 15 qualifie justement de tentative de déstabilisation. Autant du côté de la Sierra Leone, le président Julius Maada Bio, lui, se retrouve confus. Il ne sait même pas qui a tenté de le renverser. Est-ce qu'on pourrait parler d'une nouvelle épine dans la chaussure de la CEDEAO dans cette sous-région ouest-africaine? Je veux rapidement revenir sur l'instabilité qui prévaut aujourd'hui au niveau de la Guinée-Bissau. Il faut savoir que la Guinée, depuis son indépendance en 1914, était dans une instabilité politique chronique. Il faut le notifier. Et on remarque depuis déjà quelques années, aujourd'hui, une certaine stabilité par rapport à la conduite des actions gouvernementales et par rapport à tout ce qui concerne la politique dans ce pays-là. Mais cela nous amène à nous poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce qui pose problème réellement dans ce pays? Est-ce parce que les acteurs politiques ne sont pas de bonne foi, ou est-ce parce qu'on a un système politique qui est en déphasage avec la réalité du continent africain? Et moi, je pense que c'est la réponse est la deuxième. Aujourd'hui, tout simplement, nos États, on copie nos anciens colons dans leur système de gouvernance et nous voulons les ramener dans notre pays et les mettre en œuvre. Mais ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Il faut que nous, Africains, qu'on prenne conscience de ça. Aujourd'hui, on a toutes les capacités intellectuelles qu'il faut pour repenser notre propre système politique et pour mettre en place des mécanismes qui répondent efficacement aux attentes et à l'aspiration légitime de nos peuples. Donc c'est ça le problème. Le fond de ce problème, à mon avis, de la Guinée, c'est un problème de système politique. Comment comprendre un président qui est au pouvoir n'a pas la liberté de décider de la politique du gouvernement? Et c'est lui le président. Comment comprendre qu'un président élu ne peut pas mettre en place son propre gouvernement ou son premier ministre? Il faut... et ça, c'est un système qui pousse à la corruption. Parce qu'aujourd'hui, si le président Ambalo voulait, coûte que coûte, avoir la majorité à l'Assemblée, il va aller signer des alliances avec d'autres partis. Et ces alliances-là peuvent avoir des conséquences comme des chantages. Parce qu'aujourd'hui, si je suis l'allié du président et qu'un membre du gouvernement qui fait partie de mon parti pose des forfaitures, quelque chose de ce genre, c'est tout normal que je le défende. Et c'est normal que je lui dise, au président, écoute, si tu attrapes mon mandat, moi je risque de quitter l'Alliance. Et du coup, ça veut dire que l'impunité sera là. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut m'expliquer que dans un état de droit, où il y a une séparation de pouvoir, parce que le procureur a pris la décision d'auditionner le ministre des Finances et son secrétaire d'État, Américain Suleiman, et le parti qui est censé être au pouvoir, ou le parti qui a la majorité à l'Assemblée, s'ameute pour dire non, il faut les extirper de la PJ pour pouvoir les amener où je ne sais où. C'est ça la question, où est-ce qu'ils veulent les amener? Quelle est la suite de leur plan? Ok, supposons que l'armée n'a pas récupéré ces personnalités-là. C'est quoi la suite du plan? Il faut se poser ces questions-là.
Est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'à confisquer le pouvoir ou pas? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut repenser le système politique de nos États. Il faut arrêter de copier les systèmes des colons pour les ramener dans notre société. Pour revenir maintenant à vos questions, effectivement, aujourd'hui, on aimerait bien entendre la CEDEAO par rapport à ces questions-là. Parce qu'ils sont champions quand il s'agit de défendre les intérêts de certaines personnes, de s'amuser rapidement contre les États qui ont pris la responsabilité et demander leur indépendance totale. On aimerait bien savoir quelle est leur position par rapport à ces situations qui se passent dans la CEDEAO. Et je suis sûr que leur réponse, elle est prévisible. Elle est très prévisible parce que tout simplement, pour nous, la CEDEAO, ce n'est pas une CEDEAO du peuple, c'est une CEDEAO du chef d'État, c'est un syndicat. Si l'un de leurs est touché, tout naturellement, à vouloir rapidement lever le temps pour pouvoir rétablir ce dernier dans ses droits. Mais c'est là que cela nous tient. La situation, elle est claire et nette pour moi au niveau de la Guinée-Bissau. Il faut revoir le système politique et le président Ambalo, à mon avis, il devrait être dissous de l'Assemblée. C'est clair et net, c'est pour une question de survie politique, c'est une question aussi tout simplement du fait qu'il est le président de la République et il faut respecter cela. Merci à vous, Président Moudi. On va donc aller au standard et passer également la parole à nos téléspectateurs. On verra si le temps nous le permet. On pourra peut-être revenir vers nos invités, mais avons priorité maintenant aux téléspectateurs. Et on va commencer par la France avec vous, Monsieur Basson. Bonsoir, Monsieur Basson. Bienvenue, on vous écoute.